Bienvenue tout le monde. Mon nom c'est Blaise Rémiard. Je suis responsable des dossiers de mobilité et d'urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Alors, ça nous fait très plaisir que vous preniez le temps de partager votre pause du dîner, sans doute, avec nous pour ce webinaire-là. Alors, on a un petit sondage d'introduction là, qui continue de tourner, mais on voit qu'une bonne majorité des gens qui sont avec nous aujourd'hui sont des membres de conseils d'administration de syndicats de copropriété. Alors, vous êtes vraiment à la bonne place. Merci de vous joindre avec nous. Sinon, on a aussi des professionnels de l'électrification qui sont là, donc qui viennent probablement compléter là, leurs connaissances avec un volet lié à la recharge en multirésidentiel. Et puis, ensuite de ça, là, on a des gestionnaires de copropriété ou d'immeubles locatifs. Et puis aussi quand même un bon nombre, là, presque 10% qui sont des résidents d'une copropriété. Alors, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez trouver l'information que vous cherchez ou en tout cas que vous allez bien débuter votre recherche avec nous aujourd'hui. Alors, vous vous trouvez dans un webinaire de la campagne Roulons électrique. Donc, c'est une campagne d'éducation de promotion du véhicule électrique qui est coordonnée par Équiterre avec le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte 2030. Et puis, nous, donc le Conseil régional de l'environnement, on est un partenaire local de cette campagne-là. Je suis aujourd'hui accompagné de William Lemay-Choquette, conseiller senior en stratégie multilogement chez Merbly. Je vais le laisser se présenter dans quelques secondes. Avant, je vais me présenter le Conseil régional d'environnement. Donc, on est un OBNL indépendant, très important. Là, on n'est pas la Ville de Montréal aujourd'hui. Et puis, nous avons une mission très large qui est de contribuer à la transition socio-écologique sur l'île de Montréal et parfois aussi à l'échelle de la communauté métropolitaine de Montréal. Au fil des années, on a développé une grande expertise liée au stationnement. Donc, quelques jalons récents, là, on a une démarche d'attestation des stationnements éco-responsables. On a lancé aussi différents guides et outils pour appuyer les politiques publiques là, qui favorisent une meilleure gestion du stationnement dans un cadre de mobilité durable. Et puis des rendez-vous métropolitains sur le stationnement qui visaient plutôt le milieu municipal. Et puis cette année, on lance un réseau d'expertise sur le stationnement qui va rejoindre tous les professionnels qui ont un lien avec le stationnement. Donc, tous ceux qui sont cochés gestionnaires de copropriété, d'immeubles ou professionnels de l'électrification, vous pouvez donc aller voir sur notre site Internet du CRE Montréal et puis trouver les informations pour devenir membre de ce réseau d'expertise-là. C'est gratuit. Euh, alors, Meubly, William, je te laisse présenter qu'est-ce que vous faites. Super, merci beaucoup Blaise. Donc oui, effectivement, mon nom est William Lemay-Choquette. Je me spécialise dans la stratégie multirésidentielle, principalement en copropriété chez Merbly. Donc avant tout, Merbly, c'est une plateforme informative où vous pouvez retrouver une panoplie là, d'outils et de ressources pour vous aider dans votre processus d'électrification. Et nous accompagnons également les copropriétés là, à travers leur processus pour s'assurer d'un projet efficace. Donc, à ce jour, on a aidé plus de 1000 syndicats de copropriété à élaborer leur stratégie pour l'implantation de bornes de recharge en multilogement. Merci infiniment d'être avec nous pour cette présentation. Alors, pourquoi l'électrification au Conseil régional de l'environnement? Évidemment, dans un cadre montréalais, le vélo, la marche, les transports collectifs, c'est toujours une solution environnementalement avantageuse. Mais pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se passer de posséder un véhicule électrique, ben, on a la certitude maintenant, là, avec de nombreuses études, que c'est préférable un véhicule électrique à un véhicule à essence. Donc, au niveau des GES, on parle de diminution de l'ordre de 80 les impacts sur la santé, donc liés à toutes les émissions de particules fines, notamment, moins 55 au niveau des écosystèmes, moins 75 et puis au niveau de l'épuisement des ressources fossiles, moins 80 Donc, on a vraiment une certitude là qu'on a un véhicule qui est meilleur quand il est électrique à véhicule comparable, évidemment, à essence. Donc, pourquoi on se penche aujourd'hui sur l'électrification des multilogements? Parce que ben, la recharge de véhicules électriques, ça va se faire principalement à la maison. Donc, ici, on a une petite pyramide où on voit la grande part des recharges vont se faire à domicile, dans des immeubles résidentiels
unifamiliales. Ensuite de ça, en bâtiment multilogement, pour finir avec des recharges qui, je dirais plutôt d'appoint, qui sont au travail, qui sont des recharges publiques dans la communauté ou publiques sur autoroute. Donc, autoroute, on va penser plus à de la recharge rapide en cours de long trajet. Par contre, dans un contexte montréalais très dense, avec beaucoup de logements qui n'ont pas de stationnement résidentiel, qui vont stationner sur rue, ou des immeubles multi-logements qui n'ont pas été prévus pour la recharge, ben, on a un grand nombre de propriétaires de véhicules qui n'ont pas accès à la recharge à domicile. Donc, on parle d'environ 60. Et puis, ça devrait rester stable dans les prochaines années parce que le rythme d'électrification puis le rythme d'installation de bornes de recharge à domicile suit un peu la même courbe. Par contre, ça nous préoccupe parce que ça va devenir un frein finalement à l'électrification au fil du temps si on n'adresse pas la question de la recharge à domicile. Les modélisations de la Ville de Montréal nous montrent là, qu'on aurait besoin d'environ 14 000 bornes publiques à Montréal. On en a environ 2 000, donc il faut en installer 12 000 d'ici 2030. Et puis, notre niveau de déploiement de bornes installées par la ville, c'est environ 200 par année. Alors, vous voyez bien, le calcul là fonctionne pas. Il ne faut pas se fier sur la recharge publique. Ça va être vraiment de l'appoint ciblé pour des gens qui n'ont pas accès autrement. On voit aussi là, que vraiment la question devient de plus en plus pressante pour les acteurs du multilogement. Donc, si vous avez un stationnement puis vous pensez qu'il y aura des autos dessus encore dans 5, 10, 15 ans, ben, ça sera probablement des autos électriques, puis il faut commencer à y penser. Donc, le nombre de véhicules électriques augmente drastiquement, très rapidement au Québec. Il y a un petit ralentissement dont on fait beaucoup état, là, mais c'est un ralentissement de la croissance. Le parc continue de s'électrifier, puis il va le continuer dans les prochaines années. Donc, on le voit là, puis c'est un peu inévitable. Le calcul du coût de possession total est de plus en plus favorable aux véhicules électriques. Vous pouvez aller voir d'ailleurs le site de la campagne Roulons électrique là-dessus. Il y a des comparateurs, puis on peut voir qu'il y a de l'argent à sauver. Ensuite de ça, ben, on a une norme véhicule zéro émission qui oblige les manufacturiers à fournir des véhicules pour accompagner ce rythme de croissance-là. Donc, on va avoir une interdiction de vente des véhicules à essence en 2035. Et puis, on compte avoir environ un véhicule sur trois qui sera électrique d'ici 2030 sur nos routes. Donc, c'est dans très bientôt. Alors, si la tendance se maintient, on va avoir ça avant 2030. Et puis, donc, pourquoi il faut s'en préoccuper quand on détient un condo ou quand on gère une copropriété? Ben, c'est que finalement, tous les gens qui vont avoir un véhicule électrique, puis tous les gens qui se projettent dans quelques années avec un véhicule électrique, ne voudront pas acheter un immeuble qui n'est pas prêt à la recharge. Donc, c'est une perte d'acheteurs, puis ben, c'est une façon d'être moins compétitif sur le marché. Alors là-dessus, je vous souhaite, je vais céder la parole à William et puis je vais vous retrouver pour la période de questions d'environ 30-35 minutes suite à la présentation de William. Ah, merci, Blaise. Est-ce que tu peux juste me confirmer qu'on voit la présentation? Oui, c'est beau. Super, génial. Donc, pour le volet un petit peu plus technique de la présentation, bien évidemment, aujourd'hui, on veut vous donner le plus d'informations possible pour vous aider à prendre des décisions éclairées dans votre projet d'électrification et de vous aiguiller, en fait, sur les premières étapes à faire lorsqu'on a nos premières demandes ou même avant les premières demandes pour être prêt. Donc, à l'heure du jour, aujourd'hui, petit clin d'œil sur la stratégie de la recharge et son importance. On va parler des études de capacité, l'étape préliminaire obligatoire à faire dans les projets de bornes de recharge, les différents contextes en multilogement, bien évidemment, ainsi que les différentes technologies. Donc, on parle de type de système. Aujourd'hui, on ne va pas présenter de produits spécifiques. La facturation, l'approche d'installation, les subventions, conseils pratiques pour vos premières demandes, questions fréquentes et l'aspect juridique. Au niveau de l'aspect juridique, fais un survol très rapide puisque, bien évidemment, je ne suis pas avocat, mais bien parce on ne peut pas avoir un plan de match concis pour la copropriété. C'est du cas par cas, ça change à chaque projet. Donc, pour la stratégie de la recharge, c'est bien important de mettre sur papier, surtout en copropriété,
notre stratégie parce qu'elle nous permet en fait de préciser c'est quoi les différentes composantes de notre projet et les procédures à suivre lorsqu'on veut installer une borne. Et donc, cette stratégie-là nous aide à identifier la source d'alimentation, identifier la facturation également. Dans certains cas, on est obligé de refacturer les copropriétaires. Donc, quel type de facturation on utilise? L'approche d'installation, donc le déploiement, est-ce qu'on y va de façon individuelle, globale? Euh, le processus de demande d'installation ou politique de recharge, si vous voulez, et toute autre information pertinente au contexte de votre immeuble. Et pourquoi elle est importante? Eh bien, on le sait en copropriété, on a souvent du roulement entre le conseil d'administration ou même au niveau des gestionnaires. Donc, on veut s'assurer que cette stratégie-là perdure dans le temps et qu'on n'a pas à recommencer notre projet à chaque fois qu'on a un changement d'administration, par exemple. Et donc, vous allez voir que tous les autres aspects de cette présentation-là font partie intégrante de cette stratégie. Donc, premièrement, l'étude de capacité. Pourquoi faire une étude? Bien évidemment, le code électrique l'oblige, mais elle nous permet de connaître vraiment le portrait de consommation de notre immeuble pour élaborer notre stratégie. Donc, elle est importante, puis sans ces données-là, on peut bien installer n'importe quoi dans notre immeuble. Il faut savoir la consommation. Et bien évidemment, on est en multilogement. Les infrastructures électriques ne desservent pas que les bornes, elles desservent les aires communes, par exemple, les unités et autres. Donc, il faut vraiment s'assurer de les protéger au maximum. Il y a deux types de méthodes de calcul pour les études de capacité. Les premiers, c'est avec des données théoriques. Donc, c'est les calculs utilisés par les ingénieurs lors de la conception des bâtiments, puisque, bien évidemment, on n'a pas encore les données de consommation. Et au Québec, ces calculs-là sont très, très, très conservateurs. Ce qui fait en sorte que, généralement, les bâtiments du Québec se retrouvent avec des infrastructures électriques surdimensionnées par rapport aux habitudes de consommation. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'arrivée des véhicules, mais si on fait une étude avec ces données-là, bien évidemment, on va avoir une très grande limite, pardonnez-moi, au niveau du nombre de bornes qu'on peut installer. Donc, si nous avons un bâtiment qui est existant, on recommande d'aller faire une étude de capacité avec des données de consommation réelles, puisque, comme on vient de le mentionner, les infrastructures sont surdimensionnées. Donc, on va être en mesure d'avoir plus de bornes. Donc, en soi, si on fait des études avec des données de consommation réelles, le code exige qu'on doit avoir au minimum les 12 derniers mois de consommation. Donc, si votre bâtiment a 1 an et plus, vous pouvez faire ce type d'études-là. Et ce qu'on vient évaluer, c'est vraiment les infrastructures communes électriques de votre immeuble qui vont être utilisées pour les bornes de recharge. Donc, l'entrée principale, si on veut avoir une entrée dédiée commune, c'est cette donnée-là qu'on va utiliser. Mais si, par exemple, on veut venir brancher des bornes sur les compteurs privatifs des unités, eh bien, on a besoin de la donnée également des transformateurs qui alimentent ces compteurs-là. Donc, en soi, ma recommandation, toujours aller vers une étude de capacité avec des données de consommation réelle, si possible. Donc, les différents contextes en copropriété. On a ce qu'on appelle les compteurs accessibles. Donc, on considère un compteur accessible s'il est possible de passer un câble du compteur jusqu'à un espace de stationnement dédié. Donc, c'est un cas de figure le plus commun là, au Québec. Donc, on va retrouver les compteurs soit à l'étage du sous-sol si on a un stationnement souterrain ou à l'extérieur dans une salle électrique ou même juste à découvert proche des espaces de stationnement. Mais dans les grands centres comme Montréal, on retrouve souvent des contextes où on considère que les compteurs sont inaccessibles. Donc, parce qu'ils soient soit sur les étages supérieurs, soit sur le toit, ou même, dans les pires cas, dans une autre phase. Donc, bien évidemment, à ce moment-là, il n'est pas possible de passer un câble jusqu'à un espace de stationnement dédié. Et donc, la stratégie va être différente. Donc, vous pouvez déjà faire la première étape de votre étude de capacité, dans quel contexte on se retrouve, puisqu'on va parler des trois grandes familles de systèmes et chaque système, en fait, a ses propres qualités pour le type de contexte. Donc, les différentes technologies. Vous allez voir, il y a trois grandes familles de systèmes de gestion d'énergie pour le multilogement. Et la première, pour les compteurs accessibles, c'est ce qu'on appelle des contrôleurs de charge. Donc, encore une fois, c'est vraiment une présentation plus globale aujourd'hui. Ce n'est pas parce que votre compteur est accessible que c'est absolument cette solution-là. En multilogement, c'est toujours encore du cas par cas. Mais dans la grande majorité des cas, on va utiliser des contrôleurs de charge pour les compteurs accessibles. Et qu'est-ce qu'un contrôleur de charge? C'est un dispositif qui nous permet
dans un premier temps, de venir intercepter le branchement entre notre compteur d'électricité qui se retrouve aux étages de sous-sol, par exemple, et les panneaux électriques qui se retrouvent dans les unités aux étages supérieurs. Et de ce dispositif-là, on vient installer notre borne de recharge qui permet à la borne de devenir un appareil électrique comme votre frigo, votre micro-ondes, votre télévision, par exemple. Donc ça, c'est sa première fonction. Sa deuxième grande fonction, il vient monitorer l'énergie consommée dans votre unité. Et lorsque vous consommez trop, il vient délester la borne. Donc, généralement, dans les périodes de grand froid, si vous faites cuire quelque chose en même temps et la sécheuse est partie, donc ça se peut que le contrôleur de charge délaisse votre borne. Et lorsque le seuil d'énergie devient adéquat, il vient réalimenter la borne. Donc, on vient vraiment protéger l'artère principale de l'unité. Et sa troisième grande fonction, c'est qu'il est capable de se connecter à ce qu'on appelle un SGEVE, donc un système de gestion d'énergie pour véhicules électriques. Et qu'est-ce que ça fait un SGEVE? Ou vous pouvez l'appeler contrôleur de charge également dans ce cas-ci. C'est que lorsqu'on a nos résultats de notre étude de capacité, bon, on est capable d'évaluer combien d'énergie il nous reste et si on a une capacité qui est limitée, on vient installer ce fameux dispositif qui va communiquer avec les différents contrôleurs de charge pour protéger nos infrastructures communes. Donc, petit résumé, le contrôleur de charge, lui, protège l'unité privative et le SGEVE vient protéger nos infrastructures électriques communes, soit notre entrée principale et nos transformateurs. Donc, petite image d'à quoi ça ressemble un contrôleur de charge. Ça reste de l'électricité, là, c'est une boîte grise. Mais ces photos, c'est juste pour vous montrer comment ils peuvent être installés. Donc, sur le mur, sur le plafond, ou même dans certains cas, dans une salle électrique, pas dans une salle électrique, dans une salle à déchets adjacente. Donc, cas de figure, ici, la salle électrique était minuscule. Donc, le conseil d'administration a décidé d'installer les contrôleurs à l'extérieur de la salle. Dans d'autres cas, par exemple, on a beaucoup de place dans notre salle électrique, donc on peut décider d'installer des infrastructures communes pour uniformiser les installations comme l'image à l'écran. Maintenant, où ça se complique un petit peu, c'est au niveau des compteurs inaccessibles. Donc, les deux autres grandes familles de systèmes vont être pour ce type de contexte-là. Peu importe la solution choisie, par contre, lorsqu'on est en contexte de compteur inaccessible, on va devoir partir d'un nouvel interrupteur, installer un nouveau compteur d'Hydro-Québec dédié aux bornes de recharge, ou même des fois, on peut partir du compteur du commun de l'immeuble pour installer des transformateurs et des nouveaux panneaux électriques. Donc, c'est obligatoire, il va y avoir cette infrastructure-là dédiée. Et là, on vient installer les bornes. Par contre, à ce moment-là, on n'a pas de gestion d'énergie encore, donc le nombre de bornes est limité et, bien évidemment, l'entrée n'est pas protégée. Donc, c'est là que les deux autres grandes familles de systèmes embarquent. La première, panneaux intelligents. Donc, les panneaux intelligents viennent s'installer à l'infrastructure dédiée pour les bornes de recharge et c'est à même le panneau que la gestion d'énergie se fait. Donc, tous les bornes de recharge sont compatibles avec ce type de système. Il faut comprendre que ce panneau-là est en fait connecté filaire et mécanique à votre infrastructure. Donc, la protection, elle est au maximum. Encore une fois, pour vous montrer à quoi ressemblent des panneaux intelligents, c'est des boîtes grises, mais cette photo-là, c'est pour vous démontrer que les panneaux ne sont pas installés dans la salle électrique, mais bien à un endroit dans les espaces de stationnement. Eh bien, lorsqu'on bâtit notre stratégie, on peut décider de venir installer ces systèmes-là à des endroits stratégiques dans le stationnement pour diminuer les coûts de câblage des installations individuelles. Et troisième et dernière grande famille, c'est ce qu'on appelle les bornes intelligentes. Donc, faites vraiment attention avec la terminologie borne intelligente. Il y a plusieurs types de bornes intelligentes. Et pour vous donner un exemple, une borne qui est connectable à une application pour voir sa consommation ou la bloquer est considérée comme intelligente. Mais si c'est ce type de stratégie-là que vous utilisez pour faire votre gestion d'énergie, il faut vraiment s'assurer que ces bornes-là aient la fonction de partage d'énergie. Et donc, contrairement aux panneaux intelligents, les bornes intelligentes, elles, s'occupent de communiquer entre elles via un réseau Wi-Fi et de diminuer et partager l'énergie consommée de vos infrastructures. Donc, c'est comme ça que les bornes vont protéger l'infrastructure. Contrairement aux panneaux intelligents, vous pouvez y aller à la pièce
contrairement aux panneaux que vous ne pouvez pas, bien évidemment, installer un dixième de panneau. Donc, un petit peu plus flexible au niveau des installations individuelles. Par contre, il faut bien évidemment que les bornes soient compatibles entre elles et donc vous imposez le choix de la borne au copropriétaire. Donc, résumé des trois grandes familles, compteur accessible, contrôleur de charge, compteur inaccessible, panneau intelligent ou borne intelligente. Et encore une fois, comme je le mentionnais au début, ce n'est pas parce que vous êtes dans un contexte de compteur accessible, par exemple, que ça va être absolument le contrôleur de charge. Donc, c'est du cas par cas et c'est à ça que ça sert la stratégie. La facturation maintenant. Donc, que ce soit avec le panneau intelligent ou les bornes intelligentes, on l'a mentionné tantôt, on doit mettre une infrastructure dédiée. Donc, le syndicat va être responsable de la facture d'électricité et refacturer les copropriétaires. Et donc, il faut savoir qu'au Canada, c'est illégal de refacturer de l'électricité au kilowattheure. Par contre, ça ne veut pas dire que si on n'est pas certifié par Mesure Canada, pardonnez-moi, par contre, ça ne veut pas dire que si les systèmes ne sont pas certifiés, qu'on ne peut pas mettre en place un système de facturation. Il va juste être différent. Donc, les types de facturation dans les trois grandes familles de systèmes, contrôleur de charge, on est sur le tarif résidentiel directement lié à l'unité, donc il n'y a pas de gestion de facturation, il n'y a pas de tarif mensuel autre. Par contre, au niveau du panneau intelligent et les bornes intelligentes, le syndicat est responsable de la facture d'électricité. Et avec le panneau intelligent, c'est un système qui est certifié par Mesure Canada et donc on peut refacturer selon la consommation en kilowattheure. Bornes intelligentes ne sont pas certifiées par Mesure Canada, donc on peut mettre des tarifs mensuels fixes, par exemple, diviser la facture à part égale ou mettre un tarif à la minute. Ceux qui sont le plus utilisés sont les tarifs mensuels et les tarifs à la minute. Il y a même certains fabricants de bornes qui offrent le service de facturation automatisée, moyennant des frais mensuels, bien évidemment. Pour les différentes approches d'installation, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Donc, comment on identifie notre approche? Bien évidemment, il va y avoir plein de façons de déployer les bornes dans un multilogement, mais il y a quelques petites façons qu'on peut faire. Donc, l'individuel. Donc, l'approche individuelle, elle est juste possible dans un contexte de compteur accessible, puisque dans un contexte inaccessible, il y a des infrastructures communes à mettre en place initialement et donc on passe à un projet global. Donc, l'individuel, elle est assez simple, ça le dit dans le terme. Le contrôleur de charge est installé, le câblage et la borne. Donc, c'est une installation individuelle qui n'engendre pas d'infrastructure commune. Généralement, quand le contexte le permet, c'est dans les petites copropriétés qu'on va voir un peu plus ces approches-là. Pour le global en compteur accessible, eh bien, on peut décider en tant que conseil d'administration de mettre en place des murs, comme on a vu dans la salle électrique, des boîtes de tirage, des cannes trust et autres, donc des infrastructures communes pour créer notre autoroute de câbles. Et donc, par la suite, le copropriétaire, lui, il vient installer le contrôleur sur ces infrastructures-là avec le câble ainsi que la borne. On peut même aller plus loin. On pourrait décider d'installer les boîtiers de contrôleurs de charge pour l'entièreté des unités. Comme ça, l'immeuble est considéré comme prêt à la recharge. Et par la suite, lorsqu'un copropriétaire veut absolument sa borne, eh bien, il vient installer sa composante électronique dans le contrôleur, passer le câblage à travers la fameuse autoroute et installer sa borne. Approche globale en compteur inaccessible. Donc, ce que je recommande toujours, c'est d'y aller pour desservir toutes les compteurs inaccessibles. Pour la simple et bonne raison que, comme mentionné plus tôt, l'infrastructure commune dédiée aux bornes peuvent être installées dans des endroits stratégiques du stationnement pour créer des zones de recharge. Et si on y va à la pièce ou par phase, eh bien, je vous donne un exemple d'une copropriété où on a 4 étages de stationnement et qu'on installe juste une infrastructure au SS1, donc au sous-sol 1. Mais si un copropriétaire du sous-sol 4 aimerait se brancher, eh bien, on vient de pénaliser ce copropriétaire-là, puisque ça se peut que d'un point de vue technique, ça ne soit pas réalisable. Et même d'un point de vue coût, ça va être beaucoup plus dispendieux que si quelqu'un était dans la zone A, par exemple. Et donc, comment choisir? Eh bien, par un simple sondage. Donc, je vous recommande toujours de faire un sondage puisque même si un conseil d'administration est super proactif et veut des infrastructures dans l'immeuble,
Si un copropriétaire sur 60 veut installer une borne dans les 5 prochaines années, ça ne sert à rien de faire un projet global, par exemple. Donc, vous pouvez soit faire un sondage de façon électronique, ou même si vous avez des assemblées qui s'en viennent, un simple à main levée qui serait intéressé par un projet de borne. Et là, ça vous donne un peu le pouls de qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre immeuble. Les fameuses subventions maintenant. Donc, pour une installation individuelle, un copropriétaire peut aller chercher jusqu'à 50 des dépenses admissibles de son installation, jusqu'à un maximum de 5 000 Et le maximum de 5 000 est important ici à comprendre pour si on veut installer des infrastructures communes. Donc, il faut savoir qu'en multilogement, vous avez le droit à une subvention actuellement du programme Rouler vert qui se fait une fois par année. Donc, vous avez ce montant-là éligible par année financière du gouvernement. Et donc, les montants varient selon le nombre d'unités qu'il y a dans votre bâtiment. Et donc, comment la subvention fonctionne si on veut installer des bornes et comment on veut avoir accès au maximum de notre subvention? Eh bien, le 5 000 maximum que je mentionnais un petit peu plus tôt, c'est là qui va nous aider à comprendre. Donc, si une borne est installée, on est éligible à 5 000 Si on en installe deux, 10 000, et là, vous aurez compris que si, par exemple, on est dans un contexte de 20 unités et plus, si on veut avoir accès à notre 49 000 il faut installer 10 bornes. Et donc, je vous ai mis un petit schéma de cas simple pour vous expliquer comment inclure dans votre demande des infrastructures communes. Donc, dans ce cas-ci, on est dans le contexte de compteurs accessibles. Le syndicat a décidé d'installer des infrastructures communes pour créer l'autoroute, soit les boîtes de tirage, les chemins de câbles, etc. Et deux copropriétaires ont participé au projet pour une installation individuelle de 4 000 chaque. Et donc, puisqu'il s'agit d'un immeuble de 8 unités, nous avons le droit à un maximum de 20 000 par année financière du gouvernement. Par contre, seulement que 2 bornes ont été installées, donc on est éligible à 10 000. Donc, les copropriétaires, eux, vont recevoir leur subvention, soit 50 des coûts, donc 2 000 chaque pour un montant total de 4 000 Et du montant qu'on a d'éligible de 10 000 puisqu'on a utilisé 4 000 pour les installations individuelles, bien, nous avons un montant résiduel de 6 000 qui nous permet de venir subventionner les infrastructures mises en place par le conseil d'administration. Par contre, dans un cas de figure où qu'un seul copropriétaire aurait participé au projet, eh bien, le copropriétaire, lui, reçoit son 50 soit 2 000 Mais vous voyez maintenant que puisqu'on est éligible maximum à 5 000 vu qu'il y a une borne installée, bien, on n'a seulement que 3 000 en résiduel pour financer les infrastructures. Donc, on a été en mesure quand même de subventionner un peu les infras, mais pas à 50 Conseils pratiques pour vos premières demandes. Donc, les réflexes à éviter lors d'une nouvelle demande, ça peut paraître anodin, mais paniquer. On le voit assez souvent qu'un copropriétaire a acheté un véhicule il y a 2 ans et là, il se réveille du jour au lendemain qu'il faut qu'il y ait une borne absolument maintenant. Vous avez vu à travers la présentation que les infrastructures du bâtiment doivent être protégées. Il y a des façons de faire, donc on ne peut pas se lancer directement comme ça. Il faut que les copropriétaires le comprennent. Donc, les 2 prochains points viennent un peu avec la panique. Donc, refuser la demande du copropriétaire immédiatement, ça crée de l'irritation, ça crée un peu de frustration. Donc, simplement expliquer au copropriétaire que, OK, on ne peut pas l'accepter maintenant, mais on va être proactif et on va faire les démarches nécessaires pour s'assurer de protéger nos infrastructures. Et l'autre, bien, c'est d'accepter la demande du copropriétaire immédiatement. On va voir un peu plus loin, mais les bornes de recharge doivent être votées en assemblée. Et encore une fois, il faut protéger, il faut faire notre étude de capacité. Et la dernière, c'est un bon réflexe, c'est une bonne intention, en fait, de passer en appel d'offres. Par contre, ce n'est pas le bon réflexe. Pour la simple et bonne raison que vous allez voir un électricien, vous allez dire, je veux une soumission. Et là, l'électricien va vous dire combien de bornes vont être installées, quel type de système, quelle est l'approche, est-ce que ça a été voté en assemblée. Donc, dans la grande majorité des cas, la réponse est non. Donc, vous perdez votre temps et vous perdez le temps à l'électricien. Donc, au contraire, les premiers réflexes à avoir lors d'une première demande ou même avant pour être prêt à vos premières demandes, c'est un peu le résumé de la présentation d'aujourd'hui.
Donc, commencez par votre étude de capacité, identifiez votre contexte, identifiez la source d'alimentation, donc comment on va alimenter les bornes, et identifier l'approche, est-ce qu'on y va de façon individuelle ou de façon globale. Petite question fréquente qui reviennent souvent. Donc, qui devrait s'occuper des installations? Donc, il faut que je le partage. C'est les maîtres électriciens détenteurs d'une licence de la RVQ. Donc, ça peut paraître évident, mais non, votre beau-frère, qui est bien bon pour changer des prises puis des luminaires, peut pas installer de bornes dans votre multilogement, à moins, bien évidemment, d'avoir sa licence RVQ. Combien coûte l'installation d'une borne en condo? Réponse un peu plate, là. Ça dépend de beaucoup de choses. Même les extrêmes sont d'environ de 3 500 à un maximum de 10 500. Les installations tournent souvent autour entre 4 000 et 6 000, et ça, c'est avant subvention. Et la question qui revient le plus est, peut-on utiliser les prises 120 volts existantes dans le garage, par exemple? Souvent, on va dire non parce qu'on prend l'électricité du bâtiment. C'est même plus que ça, c'est non selon le code électrique. Chaque prise de courant qui sert à la recharge d'un véhicule doit avoir un circuit dédié, ce qui est généralement pas le cas, une dérivation de 20 ampères, ce qui est jamais le cas, et prise 5 CS 520R. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une prise comme ça dans les garages, moi jamais. C'est souvent des prises doubles comme ça. Donc, c'est bien important de dire aux copropriétaires que oui, effectivement, il prend l'électricité du bâtiment, mais que les prix ne sont pas conformes et qu'il pourrait créer des dommages aux infrastructures. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans les journaux à Laval il y a quelques semaines, mais il y a eu un feu, pas à cause d'un véhicule électrique, mais parce que le propriétaire du véhicule avait branché euh, sa prise dans sa prise de garage et sa maison a pris en feu. L'aspect juridique maintenant. Donc, j'ai eu la chance de faire une conférence avec Maître Paradis et Maître Fortier à Québec et j'ai pu prendre quelques slides de leur présentation. Donc, très rapidement, c'est bien important l'aspect légal au niveau des bornes de recharge parce qu'il ne suffit pas de venir munir l'immeuble, mais il faut vraiment bien définir qui paye quoi, qui installe quoi. Il faut les autoriser, répartir les coûts nécessaires, donner une qualification juridique. On parle d'air commun à usage restreint, on parle d'air privatif. Donc, c'est bien important de venir protéger le syndicat à ce niveau-là et régir l'utilisation des bornes. Donc, bien évidemment, on n'installe pas 100% des bornes initialement. Donc, il faut mettre en place une procédure bien établie, comme un peu les demandes de travaux en copropriété. Donc, souvent, il va y avoir des systèmes communs dans la plupart des cas. Donc, en pratique, on vient passer du câblage, on vient faire des percements dalles de béton pour aller dans la salle électrique, les connexions à la salle électrique et l'installation de différents disjoncteurs ou transformateurs. Donc, puisqu'on touche aux aires communes, donc, selon le code civil, l'article 1097, on doit avoir un vote à majorité renforcée lorsqu'on fait des travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration dans les parties communes. Qu'est-ce qu'un vote à majorité renforcée? C'est en fait 75% de votre quorum. Donc, si vous avez une assemblée générale et elle est légitime, il faut que 75% des copropriétaires soient en faveur. Et en plus du vote, on vous recommande toujours de mettre en place une politique de recherche qui vous permet de standardiser les installations pour garantir une certaine équité et une pérennité des installations. Donc, d'avoir un processus bien établi et, comme mentionné, d'assurer une pérennité des installations lors du changement de conseil d'administration ou de gestionnaire. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça l'a ouvert la porte à plusieurs projets dans vos copropriétés en espérant que l'information a été pertinente également. Et je crois qu'on a on a quand même un bon 25 minutes de période de questions, qu'on aimerait avoir des questions un petit peu plus globales parce que les cas précis, on peut venir vraiment faire une stratégie avec vous, mais pour l'intérêt des autres, essayez de ne pas nous donner, de poser des questions sur votre contexte précis, mais bien d'un point de vue plus global. Merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Très intéressant, très éclairant. Alors, oui, je vais inviter tout le monde là, qui a une question à l'écrire dans le module questions-réponses ou Q&A que vous allez trouver dans le bas de votre écran. Aussi, là, puisque c'est le moment où souvent
quelques personnes quittent, là, je voudrais vous demander si c'est possible pour vous de prendre un petit 5 minutes avant de partir, puis même après la fin, là, pour remplir notre sondage d'appréciation. Nous, ça nous aide évidemment à s'améliorer, puis à avoir des statistiques sur la qualité de notre formation aujourd'hui. Alors, je mets ça dans le chat. Et puis, j'y vais avec la première question pour William. Donc, est-ce que vous recommandez de faire des plans et devis par un ingénieur? Bonne question. Donc, ça dépend toujours du contexte. Dans les projets très complexes, je le recommande toujours. Il faut comprendre aussi qu'en ce moment, l'électrification est très récente, donc il n'y a pas encore d'encadrement sur quoi installer, dans quel contexte. Donc, chaque entrepreneur ont leur vision différente de l'implantation. Donc, avec des plans et devis, on s'assure que quand on passe en appel d'offres, par exemple, que les électriciens soumissionnent sur le projet qui a été mis sur plan au lieu d'avoir trois soumissions avec trois stratégies différentes. Donc, je le recommande toujours. C'est juste que dans des copropriétés plus petites, des fois, c'est peut-être pas nécessaire parce que c'est quand même assez dispendieux. Merci pour cette réponse. La question des subventions, là, on a entendu qu'elles vont diminuer dans les prochaines années. Le gouvernement a donné son intention. Pour combien d'années vont être encore disponibles? Donc, il faut comprendre que les subventions vont s'estomper jusqu'en 2026 pour ce qui est de l'achat des véhicules, mais pour ce qui est des subventions pour l'infrastructure, ça dure jusqu'en 2027 et il n'a pas eu de confirmation qu'elles vont être diminuées. Le gouvernement est très au courant de que l'achat des véhicules commence à être un marché mature. Par contre, la limitation en ce moment, c'est au niveau de l'énergie, au niveau des infrastructures, que ce soit public ou résidentiel. Donc, les efforts vont être dirigés vers ça, je crois. Parfait. Merci pour cette réponse. Où est-ce qu'on peut trouver le calcul pour les subventions des syndicats de copropriété? Ce que vous nous avez Le, montré, là. Hein. le calcul, ben, au niveau du montant de subvention, c'est sur le site du programme Rouler Vert. Au niveau des calculs, c'est en fait, c'est pas présenté, c'est ma compréhension du cadre normatif et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si jamais vous avez des questions un petit peu plus poussées, vous pouvez nous écrire directement chez Murray, ça va me faire plaisir de répondre. Parfait. Merci beaucoup. On a parlé de risque d'incendie. Comment les assurances traitent ça présentement? Est-ce qu'on doit installer des nouveaux systèmes? Est-ce qu'un feu de batterie, ça s'éteint? Mhm. Donc, au niveau des feux, c'est moins mon expertise, bien évidemment. Au niveau des assureurs, en ce moment, il n'y a rien. Il y a certains assureurs que ça a un impact, d'autres non. Et il faut savoir que les véhicules électriques sont 60 fois moins dangereux que les véhicules à essence. Par contre, où qui pourrait avoir un impact, c'est lorsqu'on installe les infrastructures communes, c'est la propriété du syndicat. Et donc, il y a une augmentation de valeur au niveau de votre rapport de valeur assurable. Donc, c'est peut-être là qu'il va avoir un impact plus que augmentation de la prime parce que c'est dangereux. Intéressant. Puis 60 fois moins dangereux, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec les études, en fait, qui ont démontré que les véhicules électriques étaient 60 fois plus sécuritaires que les véhicules à essence. Les véhicules les plus dangereux, étrangement, hybrides. Je pourrais, si vous voulez, lors de l'envoi de la présentation, peut-être trouver les liens là, pour peut-être rassurer les gens. Donc, c'est ça. Hein. Donc, vraiment, les risques d'incendie sont moindres avec les véhicules totalement électriques. Parfait. Mhm. Euh, Dans le cadre d'une installation accessible, est-ce mieux d'utiliser une approche individuelle ou collective? Bonne question. Donc, ça dépend vraiment de vos besoins et de l'intérêt à l'interne. Comme je le mentionnais plus tôt, si vous faites un sondage et que vous êtes 10 copropriétaires, il y en a 8 qui veulent des bornes, c'est sûr que c'est mieux d'y aller d'un point de vue global. C'est juste que si il y a une seule personne et que vous voulez présenter un projet global, les risques que ça passe en assemblée sont très minces. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours évaluer ça. Dans le meilleur des mondes, bien évidemment, il faudrait toujours faire des projets plus globaux. On fait un projet, on sauve des coûts. Mais si l'intérêt n'est pas là à l'interne, vous pouvez quand même y aller de façon individuelle pour donner accès quand même à la recherche de ces personnes-là.
Il y a quelqu'un qui repose une question là, de clarification pour être bien sûr, parce que je pense que c'est une situation qui sent le vécu. Donc, si un copropriétaire branche son véhicule électrique sur la prise de son balcon, c'est pas sécuritaire, hein? C'est pas conforme. C'est pas conforme. Parfait. Question sur le ratio de bornes. Est-ce qu'il y a un ratio de bornes par case qui est recommandé? Donc, en multilogement, on a souvent une limitation au niveau de l'énergie. Je recommande toujours une borne maximum par copropriétaire. Après, ça dépend des syndicats. Pour la simple et bonne raison que le, le Québécois moyen fait environ 20 000 km par année. Bon, après, il y en a qui en font moins, d'autres plus. Mais lorsqu'on branche notre borne et qu'elle est pleine, on n'a pas besoin de la rebrancher le soir si on utilise notre véhicule que pour aller au bureau, par exemple, ou aller à l'épicerie. Donc, si vous avez deux stationnements avec deux véhicules électriques, vous pouvez les interchanger sans problème. Vous sauvez des coûts, vous sauvez de l'énergie. Donne tout le temps l'exemple que lorsque vous aviez votre véhicule à essence et que vous faisiez le plein le matin, le lundi, est-ce que vous retournez faire le plein le soir en revenant du boulot? La réponse est souvent non. Et de toute façon, en termes de recharge résidentielle, on n'aura jamais la capacité de faire de la recharge rapide. Donc, si vous devez partir à Québec le soir et que votre batterie est à zéro, ben c'est pas résidentiel qui va être en mesure de recharger rapidement. Vous allez devoir aller sur les bornes de recharge rapide du réseau public. Donc, je recommande une borne maximum par copropriétaire. Merci. Est-ce que le CA est dans l'obligation de faire une résolution en faveur d'un copropriétaire s'il y a un projet commun qui est refusé? Il n'est pas obligé. Donc, on parle de copropriété. C'est malheureusement les joies de la copropriété. Si l'Assemblée n'est pas en faveur des modifications ou de l'ajout d'infrastructures dans les parties communes, on peut pas faire une exception sur le côté puis dire au copropriétaire, branche-toi quand même. En pratique, il y en a beaucoup qui l'acceptent parce qu'il y a personne qui va venir poursuivre le syndicat pour avoir accepté une installation individuelle. Mais c'est juste d'un point de vue légal, si vous voulez vraiment vous protéger, vous pouvez malheureusement pas l'accepter. Merci. Ça, c'est le côté dans certaines législations où on va obliger à répondre favorablement. C'est pas le cas Mhm, encore au Québec. mhm. On dit excellente présentation. Alors, je plus sois. C'est une excellente présentation. On nous demande si ce sera possible de l'avoir, la présentation par la suite. De mon côté, moi, ça ne me dérange vraiment pas. Donc, Et toi, moi Blaise, aussi. c'est bon. Alors, on va Voilà. vous envoyer ça dans les heures au plus tard demain. Euh, En copropriété, Merbly fait directement la refacturation aux copropriétaires desservis. Donc, c'est une question, je pense, sur l'offre de service de Merbly. Donc, est-ce que vous vous occupez de la refacturation dans des projets Donc, qui ont été faits par vous? ouais, donc il faut faire attention. Nous, on est une firme de consultation et d'accompagnement. On n'est pas installateur et on ne vend pas de produits. Donc, bien évidemment, on ne fait pas de refacturation. Je peux bâtir une stratégie de facturation avec un syndicat, mais je ne vais pas m'occuper de la facturation. C'est ça. Puis, est-ce que ça c'est disponible sur le marché? Est-ce qu'il y a des opérateurs qui vont s'occuper de ce volet-là, de refacturer? Oui, exactement. Donc, tout dépendamment du système choisi là, pour les bornes, il y en a de plus en plus qui offrent le service de facturation automatique, moyennant des frais là, mensuels, là, bien évidemment. Fait. Quelqu'un qui nous demande si la présentation va être disponible. Oui, l'enregistrement va être disponible. Ça va se retrouver sur la chaîne YouTube de la campagne Roulon électrique. Alors, j'ai mis le lien dans le chat, mais vous l'aurez aussi là, dans le courriel suivant où on va vous envoyer la présentation d'aujourd'hui. Prochaine question, Marie Stoupin qui nous demande, peut-on mettre des DDC dans une salle à déchets sachant qu'il peut y avoir de l'eau? Les DCC, vous parlez, donc les contrôleurs de charge. Euh, DDC, ouais, oui, c'est ça, contrôleur de ouais. charge. Donc, j'ai vu des salles électriques. Bon, je sais pas si c'est conforme, hein. J'ai vu des salles électriques où il y avait des chauffe-eau dans la salle électrique, donc il y avait de l'eau. Donc, d'un point de vue code électrique à voir, mais en général, oui, il est possible.
Oui, je peux vous dire que oui, c'est le cas dans des bâtiments neufs où il y a un mélange entre l'eau et l'électricité. Euh, Évidemment pas directement, mais donc dans la même pièce où on va avoir l'accès à l'eau et l'électricité. Euh, Pourquoi a-t-on besoin d'une étude de charge si on prévoit installer un système de gestion des contrôleurs de charge dès la première installation? Bonne question. Donc, oui, bien évidemment, si on installe un contrôleur de charge sur l'artère principale d'une unité privative, il n'y a pas d'ajout de charge à cette unité-là puisque la gestion se fait. Par contre, il y a quand même un impact sur le transformateur, par exemple, qui lui est commun. Et donc, il faut juste s'assurer que ce transformateur-là a la capacité de pouvoir recevoir. Par contre, si vous décidez d'installer des contrôleurs de charge connectés à un SGEVE initialement, effectivement, pas besoin de faire une étude de capacité puisque toutes vos infrastructures électriques seront protégées. Merci. Maintenant, on revient avec la question des compteurs accessibles. Qui demande la subvention? Syndicat ou copropriétaire? On voit qu'il y a les deux volets. Oui, exactement. Donc, si un copropriétaire se fait une installation individuelle, par exemple, et qu'il a en sa possession son véhicule électrique, il peut faire sa demande auprès du programme. Par contre, si on décide d'installer des infrastructures communes, le syndicat doit s'occuper du projet dans son entièreté et de payer la facture à l'électricien. Et donc, le syndicat, dans ce moment-là, est responsable de faire la demande. Ce qui est intéressant, par contre, si le syndicat s'occupe de la demande, les copropriétaires qui ont participé à un groupe d'installation, par exemple, n'ont pas besoin d'avoir leur véhicule électrique. Très bon point. Euh, qui est-ce qui assure les bornes installées dans les endroits communs? Donc, est-ce que c'est l'association, le propriétaire, les deux? Mhm. Donc, encore une fois, tout dépendamment du besoin et de l'intérêt à l'interne, et c'est cette désignation-là que vous faites lorsque vous appelez le notaire pour changer votre déclaration. Donc, en général, lorsqu'on est dans un contexte de partie commune à usage restreint, par exemple, ben, ces installations-là vont devenir partie commune à usage restreint. Et donc, dans ce moment-là, le syndicat serait responsable d'assurer, en fait, ces infras-là. Mais vous pouvez définir dans votre règlement comme quoi non, le copropriétaire en question est responsable de cette partie commune à usage restreint-là. Donc, pour ça que c'est bien important de venir définir tout ça en changeant la copropriété pour vous protéger plus tard, là, bien évidemment. Une autre question un peu sur la même. Qui paye les infrastructures communes? Donc, est-ce que ça va être des codes-parts par code-part de Mhm. copropriétaire ou est-ce que le montant est divisé entre chaque copropriétaire? Comment Ouais, ça fonctionne? c'est une bonne question. Le plus commun, c'est répartir les charges à part égale via une cotisation spéciale, pour la simple et bonne raison que la superficie de votre condo n'a aucun impact sur la qualité de l'infrastructure que vous allez avoir pour l'installation de bornes. Donc, un studio ou un 5,5 vont avoir la même installation pour avoir une borne. Donc, généralement, on sépare à part égale. Par contre, au niveau du vote en assemblée, ça doit être fait avec les codes-parts. Parfait. Je pense qu'on a déjà répondu, mais je vais le redemander là, pour être bien sûr. Donc, dans le cas d'une installation avec un seul utilisateur qui fait la demande de subvention, Donc, si on a en notre possession notre véhicule électrique, le copropriétaire peut faire la demande. parfait. OK. Si notre coût pour deux bornes est de 10 000 est-ce que la subvention pour les deux bornes sera quand même de 10 000? Non. Donc, c'est un maximum de 5 000 $ par borne. Par contre, ça va toujours aller à 50%. Donc, bien évidemment, on ne va pas te donner plus qu'on en devrait. Donc, c'est 50% et sinon, c'est le maximum 10 000. Donc, si vos deux installations ont coûté 10 000, vous allez recevoir 5 000 $. Parfait. Merci. On rentre dans le technique. Quels sont les meilleurs outils pour contrôler la consommation individuelle de chaque copropriétaire dans le cas de compteurs inaccessibles?
Dans un cas de compteur inaccessible, c'est sûr, la technologie d'aujourd'hui nous permet de vraiment venir gérer l'énergie, protéger nos infrastructures. Faut juste évaluer c'est quoi l'intérêt, quel type de projet on veut et les coûts que nous sommes prêts à faire et au niveau de la refacturation. Donc, dans un contexte où on veut protéger au maximum nos infrastructures, euh, et il y a beaucoup d'intérêt à l'interne, je recommande les panneaux intelligents, par exemple. Par contre, de l'autre côté, lorsqu'on veut y aller à la pièce et on veut y aller tranquillement au fur et à mesure des années, les bornes intelligentes pourraient être une bonne option, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça répondait à la question, mais Oui, si ça répond pas tout à fait à la question, n'hésitez pas à remettre oui, les exactement. questions là, dans le module. On a encore quelques minutes devant nous là, pour la période de questions-réponses. Dans le cas où on a un syndicat et plusieurs bâtiments, est-ce que le maximum est calculé par bâtiment ou par syndicat de copropriété? Au niveau de la subvention, Oui. oui, donc si c'est des adresses civiques différentes et que, bon, la règle, c'est qu'on est capable de faire le tour à l'extérieur en marchant, ça peut être défini comme un immeuble. Par contre, si vous avez, par exemple, un syndicat avec deux adresses civiques, mais c'est deux bâtiments collés et une seule même déclaration de copropriété, c'est considéré comme une demande et donc pas deux. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Mais comme je vous dis, si vous êtes capable de faire le tour à pied à l'extérieur en général, c'est considéré comme un bâtiment. Ça, c'est une définition que j'aurais pas su. Puis même quand ça partage la même aire de stationnement souterrain, on va le faire par bâtiment. On va être capable Exactement. d'aller chercher un maximum par bâtiment. Mhm. Très intéressant. Euh, OK, une question un peu plus longue ici. Qu'est-ce qu'un SGEVE exactement? Donc, sous quelle forme est-il? Est-ce un genre de contrôleur de charge qu'on place entre l'entrée électrique du bâtiment et les compteurs électriques des unités? Un électricien m'a dit qu'il fallait installer aussi un contrôleur de charge au niveau de l'entrée commune, mais avec votre présentation, je comprends que c'est plutôt un SGEVE. Ouais, donc le SGV, c'est la terminologie. Donc, il y a différents types de SGV sur le marché. Donc, aujourd'hui, on ne présentait pas de produits, on présentait plus d'un point de vue général. Donc, le système de gestion d'énergie pour véhicules électriques peut être installé aussi en contexte inaccessible. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on vient monitorer les artères principaux de vos entrées électriques, donc vos transformateurs, l'entrée principale. Donc, généralement, ça va être installé là dans un contexte de limitation énergétique. Je ne serais pas surpris qu'éventuellement, avec les nouveaux codes électriques, ils l'exigent. Il faut vraiment protéger toutes les infrastructures, mais actuellement, il peut être installé plus tard. Merci. Euh, ça c'est intéressant comme question. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies à venir dans le court terme qui vont venir changer les options de copropriété, qui ferait que peut-être on va vouloir considérer de mettre un petit délai sur nos processus pour profiter d'une nouvelle technologie? Donc, c'est certain que j'ai pas de boule de cristal, mais en général, il faut comprendre qu'au niveau de l'infrastructure en électricité, ça n'a pas changé depuis les 150 dernières années. Ça a toujours été un fil de cuivre qui passe d'un courant d'un point A à un point B. Donc, il faut toujours faire la différence entre infrastructure et technologie. Je donne un exemple. Si vous mettez votre infrastructure et vous installez une borne intelligente, ben, l'infrastructure, elle va alimenter la borne. Après, la technologie, elle peut être changée à chaque année sans problème si votre infrastructure, elle a vraiment été bien implantée initialement. Donc, vous pouvez décider, comme avec votre téléphone, de changer à chaque année ou de la garder pendant 6 ans. La fonction reste la même, soit recharger le véhicule. Donc, oui, la technologie va continuer à, à croître. Les bornes de recharge, évidemment, bientôt, ils vont vous faire le café le matin. Les contrôleurs de charge, eux, sont rendus à leur quatrième génération de contrôleurs. Donc, le boîtier ne change pas, mais la composante électronique, elle change. Donc, boîtier, c'est l'infrastructure. Technologie, c'est la composante électronique. Pareillement pour les bornes. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on devrait mettre un frein? Non, puisque l'installation d'infrastructure ne changera pas. Par contre, par la suite,
on peut changer la technologie qui sera installée sur ces infrastructures-là. Et puis au niveau des coûts, c'est quoi la tendance? Est-ce qu'ils augmentent? Est-ce qu'ils restent stables? Est-ce qu'ils vont diminuer? Est-ce qu'on peut s'attendre à une direction dans le futur? Ouais, ben, c'est comme tout, hein, tout augmente. Par contre, la technologie est de mieux en mieux au niveau des bornes, donc on voit les coûts des bornes vraiment diminuer dernièrement. Donc, au niveau de l'infrastructure, du câble, etc., ça a continué d'augmenter. Puis merci à notre ami la COVID, le prix du cuivre avait explosé. Mais au niveau des bornes, peut-être que ça va diminuer grandement. Et, euh, est-ce que on peut considérer que mettre une borne dans une case de stationnement augmente la valeur du condo? Donc oui, il n'y a pas encore d'études ou quoi que ce soit. Je sais que lorsqu'on achète un stationnement déjà électrifié, il nous coûte 10-15 000 de plus. Par contre, là où je mets l'emphase souvent, c'est qu'on le voit de plus en plus. Si vous vendez votre condo puis l'immeuble voisin offre la recharge et pas le vôtre, il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui vont même plus voir les immeubles qui n'ont pas cette possibilité de recharge-là. Parce que comme on le sait, en copropriété, il y a tout le processus légal aussi. Donc, on le sait que s'il n'y a pas rien en place, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans, voire jamais si les gens sont pas en accord. Euh, donc, c'est plus à ce niveau-là qu'il y a une augmentation de valeur qui a plus d'un point de vue monétaire. Effectivement, comme je disais au début aussi, là, faut compter le nombre de véhicules. Là. Présentement, on est à peu près à 20 des véhicules neufs qui sont vendus, qui sont électriques. On va atteindre dans les prochaines années, très bientôt, environ un tiers du parc de véhicules qui va être électrique. Et une grande quantité de gens aussi qui vont se projeter dans quelques années dans le futur. Ils vont dire, moi, ma prochaine auto va être électrique. Alors, on met une croix sur tout ce marché-là si le stationnement n'est pas prêt pour l'électrification dans les prochaines années. Donc, on va y aller avec une dernière question avant de terminer. Euh, Si on installe maintenant seulement 4 modules de délestage et 4 chargeurs de type Flow G5, donc on commence à être dans dans le particulier, dans une copropriété de 8 unités avec des compteurs électriques individuels et des compteurs accessibles dans un garage souterrain, est-ce que la technologie installée risque de changer si les autres copropriétaires le font dans 3 ou 4 ans? Bonne question. Donc, il faut comprendre encore, je reviens à mon exemple d'infrastructure et de technologie. Donc, le boîtier de contrôleur de charge qui va vous permettre d'intercepter le branchement dans la salle électrique, lui, va être pareil à ceux déjà installés. Par contre, ce qui va changer, c'est la composante électronique à l'intérieur. Et ça peut être modifié au cours des années pour rétrofitter les fameux contrôleurs de charge. Donc, c'est sûr que dans un contexte comme le vôtre, où il y a peut-être pas de limitation au niveau de l'énergie ou de l'entrée principale, euh, le contrôleur de charge n'aura pas besoin nécessairement d'être connecté à un SGV. Ben, c'est pas très grave parce que sa première fonction, c'est intercepter le branchement puis alimenter la borne de recharge. Parfait. Ben, merci pour toutes ces informations-là, très utiles, William, ces réponses extrêmement claires. Alors, merci à tout le monde qui a assisté au webinaire d'aujourd'hui. Sachez qu'on refait cette présentation jeudi soir. Et puis, donc, si vous avez des copropriétaires ou des connaissances qui souhaitent participer, elles peuvent s'inscrire là à partir du site de Roulon électrique dans la section des événements virtuels. Ensuite de ça, je vous ai copié quelques liens là, pour aller plus loin. Alors, encore une fois, notre sondage d'appréciation, ce serait apprécié si vous le remplissez avant de quitter aujourd'hui. Et puis, sinon, donc, plus d'informations sur le lancement du réseau d'expertise sur le stationnement dont je parlais tout à l'heure pour les professionnels. Vous allez pouvoir vous inscrire là. Le site de Merbly et celui de la campagne Roulon électrique. Et puis, ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, William. Merci, Les. Bonne journée. À bientôt.